Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Ça y est, les playoffs 2020 vont commencer. Wouhou! Qui eût cru qu'on allait pouvoir prononcer cette phrase il y a encore quelques semaines. Donc on est très content de retrouver la NBA, très content de retrouver les playoffs. Dernière ligne droite vers le titre dans cet exercice 2019-2020. Et pour bien commencer ce passage en revue des playoffs, j'ai envie de vous parler de la série entre les Portland Trail Blazers, classés donc 8e in extremis à l'ouest après le tournoi qualificatif, et les Lakers qui ont fini premier de la conférence ouest. Pourquoi je veux vous parler de cette série? Parce qu'au fur et à mesure qu'elle commençait à se dessiner, je vous en avais parlé sur Twitter, eh bien cette opposition me paraît peut-être beaucoup plus serrée qu'annoncé, et on peut avoir une équipe des Blazers qui potentiellement peut donner pas mal de fil à retordre aux Lakers, alors que j'ai vu beaucoup de monde sur Twitter annoncer ça y est, les Blazers vont se faire balayer, ça va être joué au pire en 5 matchs, en mettant le nez sous le capot, et c'est ce que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. Vous allez voir que eh bien cette équipe des Blazers, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les Lakers et peut potentiellement donner pas mal de fil à retordre aux Californiens. Alors évidemment, il y a beaucoup de conditionnels derrière tout ça et on va beaucoup relativiser. Pourquoi je vous dis il y a beaucoup de conditionnels et on va beaucoup relativiser? Parce que bien malin celui qui serait capable de me dire là, en ce 16 août 2020, quel est le niveau exact des Lakers. Parce que les Lakers qu'on a vus dans la bulle étaient en demi-teinte, étaient un petit peu en dilettante, mais parce qu'il n'y avait plus aucun enjeu pour eux dans la bulle dès lors qu'ils avaient verrouillé la première place. Et encore, verrouiller la première place dans une bulle où il n'y a plus vraiment d'avantage du terrain, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc on a eu des Lakers qui faisaient un petit peu acte de présence, qui étaient un petit peu en service minimum. Donc on a eu beaucoup de mal à évaluer leur niveau réel. Donc il y a beaucoup d'inconnus quelque part sur le niveau de ces Lakers. C'est pour ça que cette preview, elle est vraiment au conditionnel, mais on va faire comme d'habitude, on va se baser sur les éléments dont on dispose. Et puis il y a une chose dont on est sûr, c'est que ce niveau des Bubble Blazers, on le connaît bien parce que pour le coup Portland a joué entre guillemets à fond dans la bulle pour arracher la qualification, et donc le niveau de cette équipe de Portland et ses forces, ses faiblesses, on les connaît bien. Donc on va se baser sur ceux dont on dispose et on va essayer d'évaluer un petit peu cette opposition. Je vais vous présenter en quoi ça peut être une opposition un petit peu plus serrée qu'il n'y paraît. Alors la situation, elle est très simple et vous allez voir, elle est complètement asymétrique. À l'issue de la saison régulière, on a une équipe de Portland qui est la 3e meilleure attaque de la NBA, 27e défense, là où à contrario on a une équipe des Lakers 10e meilleure attaque et 3e meilleure défense. Donc en gros c'est l'une des meilleures attaques versus l'une des meilleures défenses, le choc des styles, le choc des opposés. Et si on va un tout petit peu plus dans le détail de cette situation et qu'on prend le rendement de ces équipes à partir du 15 janvier. Pourquoi j'ai pris le 15 janvier? Parce qu'en général, quand je commence à réfléchir à une opposition en play-off, j'aime bien regarder les performances des équipes dans le dernier tiers de la saison régulière, donc à partir du All-Star Break. Là, prendre à partir du All-Star Break avec la coupure Covid, évidemment, vous l'aurez compris, ça n'a aucun sens. Donc j'ai été prendre un petit peu plus en retrait pour avoir, c'est pareil, en gros, un dernier tiers de compétition, parce que c'est toujours très intéressant d'analyser quelle est la dynamique des équipes avant qu'elles entament les playoffs. Parce que vous allez voir que c'est assez marqué avec les Lakers qui avaient commencé très très fort la saison régulière et qui finalement, à partir du 15 janvier, ont commencé à un petit peu s'essouffler, et ça peut donner une indication sur le niveau de ces Lakers à l'approche des playoffs, parce que vous avez vu Portland 3e, 27e, eh bien ils sont allés encore plus au bout de leur logique, puisque depuis le 15 janvier, on a des Blazers qui sont la meilleure attaque de la NBA, et la 29e défense, donc tout pour l'attaque, la défense ça sert à rien, tout pour l'attaque, et puis la meilleure des défenses c'est l'attaque, donc Portland va au bout de sa logique, là où les Lakers, eh bien on a depuis le 15 janvier une équipe de Los Angeles qui a complètement dégringolé dans ses qualités d'attaque. La défense est restée à un bon niveau, et ça c'est le propre de toutes les défenses, parce que quand vous êtes une bonne défense, il n'y a pas de soir avec et de soir sans. C'est pas comme l'adresse qui peut avoir des schémas aléatoires. La défense, pour peu que vous soyez un peu concentré et que vous fassiez preuve d'un peu d'envie tous les soirs,
ça se passe bien, et c'est exactement ce qui se passe avec les Lakers. Les Lakers qui sont restés, on le disait, corrects défensivement, mais l'attaque s'est complètement écroulée, et même si on exclut les derniers matchs joués dans la bulle, on avait déjà, entre le 15 janvier et le 15 mars, en gros, on avait déjà une équipe des Lakers qui avait pris du plomb dans l'aile en termes de ses qualités d'attaque, et ça c'est très très important pour l'opposition face aux Blazers, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui a justement un petit peu dégringolé dans le rendement offensif de ces Lakers dans cette dernière ligne droite de saison régulière? Eh bien regardez, les Lakers, jusqu'au 15 janvier, on avait une équipe de Los Angeles qui était la plus efficace, la plus à droite de la NBA pour les tirs tentés à moins de 8 pieds, à moins de 2 mètres, c'est ces tirs que vous avez ici. Donc les tirs dans la raquette, on avait des Lakers qui étaient en insolence absolue et qui avaient beaucoup de réussite. Sur les 2 points mi-distance et les 2 points longs, on a des Lakers qui sont en maladresse. C'est ce que vous avez ici en bleu. Et puis sur les tirs à 3 points, donc on est à plus de 24 pieds, on avait des Lakers qui avaient la 10e meilleure réussite de la NBA. Et c'est ce qu'on voyait ici à 45 degrés à droite et dans les corners, on avait des Lakers qui s'en sortaient très bien. Donc on avait une équipe de Los Angeles qui était bâtie sur ce qui devient maintenant le modèle assez traditionnel de la NBA, le modèle binaire où on va chercher des points à très haut pourcentage en dessous et on va chercher des points à très haut pourcentage parce qu'ils sont majorés derrière la ligne à 3 points. Et puis à partir du 15 janvier, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a des Lakers qui ont continué à rester parfaitement performants sur les tirs tentés près du cercle. On a des Lakers qui sont toujours en maladresse dès lors qu'il s'agit de tirer à mi-distance, et on a par contre des Lakers qui ont complètement disparu dans la menace derrière la ligne à 3 points, puisqu'on est passé de la 10e à la 27e place, et on a une adresse des Lakers qui a été complètement absente derrière la ligne à 3 points. Ça nous a complètement sauté aux yeux à la reprise dans la bulle, mais c'était déjà un phénomène qui s'était amorcé à partir du 15 janvier. On avait déjà des Lakers qui avaient commencé à être un petit peu en panne de solution derrière la ligne à 3 points. Et ça peut être problématique pour la suite. Donc ayez bien ça en tête, que les Lakers, c'est super dans la raquette. Parce qu'il y a Anthony Davis, parce qu'il y a LeBron qui va driver avec des insolences extraordinaires ou qui va resservir des McGee, des Dwight Howard qui finissent fort en dessous. Mais à contrario, le revers de la médaille, c'est qu'on a des Lakers qui ne sont plus du tout dangereux derrière la ligne à 3 points. Et je ne vais pas vous l'apprendre, dans la NBA moderne, pas de 3 points, pas de victoire. C'est devenu une arme qui est beaucoup trop précieuse et qui devient indispensable pour toutes les équipes pour pouvoir s'en passer. Et quand bien même les Lakers ne sont pas une équipe qui utilise énormément le tir à 3 points, c'est quand même 30% de leur séquence d'attaque, et on ne peut pas faire l'impasse sur 30% d'efficacité en attaque. Et c'est très marqué quand vous regardez finalement les différences cette saison entre les victoires et les défaites, alors que le pourcentage global, il y a un décrochage d'environ 5 points de pourcentage. On regarde que sur le tir à 3 points, dans les défaites, on a des Lakers qui sont sous les 30%, là où dans les victoires, ils étaient à 37%, donc au-dessus de la moyenne NBA. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, les autres stats sont globalement dans un scénario victoire-défaite, dans une continuité identique. Donc on a des Lakers qui sont dépendants de la réussite à 3 points pour s'imposer, parce que c'est un petit peu le yin et le yang, c'est-à-dire que quand je suis en capacité d'aller chercher des points à très haut pourcentage en dessous, il y a un moment où la défense va se refocaliser sur la raquette en disant mais attends, LeBron et Davis sont en train de nous enfoncer dans la peinture. Donc on va se refocaliser sur le verrouillage de la raquette, et c'est là où LeBron va trouver les coéquipiers tout seul à 3 points qui vous bombardent de loin, et c'est la double peine. Donc sans cette capacité d'avoir la double peine, on a des Lakers qui peuvent être un petit peu pénalisés en attaque, et c'est complètement ce qu'on a vu depuis le 15 janvier. Panne d'adresse à 3 points, 10 points de pourcentage, on se retrouve dans les 30%. Donc
de la part du supporting cast, de la part de Kuzma, c'est très marqué avec Kyle Kuzma dans les défaites, il est à 23% de réussite à 3 points, là où il est à 34% dans les victoires, alors que une nouvelle fois le décrochage est moins marqué sur les tirs, sur le global. Au tir, on a un KCP, c'est pareil, 40% dans les victoires, 33% dans les défaites, avec décrochage très marqué sur le 3 points, un petit peu moins vrai au global sur le tir. Donc ça veut dire qu'en fait, les 2 points en transition, les 2 points sur les cuts, ces joueurs-là vont les trouver, mais c'est sur les renversements où ils sont tout seuls qu'il y a une faillite d'adresse. Et puis Danny Green, qui a été en souffrance totale dans la bulle en termes de réussite, et paradoxalement, c'est un petit peu moins marqué. On a un Danny Green qui, dans les victoires ou dans les défaites, a une amplitude de pourcentage à 3 points qui est un petit peu moins marquée. Donc les Lakers, même si ça a beaucoup sauté aux yeux dans la bulle, sont un petit peu moins dépendants de la réussite à 3 points de Danny Green pour s'imposer, mais ils ont évidemment besoin de l'apport du supporting cast pour épauler James et Davis et pour être en complémentarité avec eux qui vont mettre des points dans la raquette. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Anthony Davis et LeBron, qu'on connaît pour plutôt leur qualité de finisseur dans la raquette, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce décrochage d'adresse à 3 points est aussi marqué pour eux et impacte aussi le rendement des Lakers, parce que regardez un Anthony Davis dans les victoires et les défaites, globalement son pourcentage au tir il varie assez peu, il prend le même nombre de rebonds, il fait le même nombre de passes, il fait le même nombre d'interceptions, de contres. Donc on a un Anthony Davis qui, quoi qu'il arrive, il noircit la feuille. Notez qu'il y a quand même un petit décrochage sur la réussite à 3 points dans les défaites. Maintenant, évidemment, on parle de 1 panier marqué par match, donc l'impact est assez limité. Là où il y a un vrai phénomène, c'est du côté de LeBron, puisqu'on a un LeBron qui a une amplitude sur la réussite à 3 points entre les victoires et les défaites qui est absolument fascinante. 39% en victoire, 23% en défaite, et ça s'impacte aussi sur la réussite au tir. Et ça, c'est un phénomène complètement nouveau, parce que LeBron, du côté des Cavs, nous avait habitués à l'inverse. Nous avait habitués, et c'est ce que vous voyez ici, à, globalement, pour schématiser, que on soit dans un scénario de victoire ou qu'on soit dans un scénario de défaite, le rendement offensif de LeBron était globalement le même. C'est ce que vous voyez ici, du côté des Cavs, ça c'est 2017-2018. En gros, victoire-défaite, on avait quasiment le même pourcentage, on mettait quasiment le même nombre de points. Il y avait à nouveau un pourcentage assez marqué, un différentiel assez marqué au tir, mais ce qui faisait surtout la différence entre les attaques et les défaites, c'était la capacité de LeBron à avoir servi ses coéquipiers, à avoir donc fait des passes décisives et avoir perdu assez peu de ballons, donc avoir un assist turnover ratio qui était supérieur à 2, qui était supérieur à la moyenne NBA. Et donc on avait en fait du côté des Cavs un LeBron qui avait besoin de faire briller ses coéquipiers pour que les Cavaliers s'imposent. On avait donc un LeBron qui devait être en playmaking, et qui, dès lors qu'il arrivait à être en playmaking, qu'il arrivait à valoriser ses coéquipiers et que ses coéquipiers mettaient dedans, les Cavs étaient dans une dynamique de victoire. Là, du côté des Lakers, eh bien regardez, qu'on soit en victoire ou en défaite, on a un LeBron qui fait ses 10 passes, on a un LeBron qui perd ses 4 ballons, donc l'apport des joueurs de complément et son apport en playmaking, il est le même. Par contre, on a un décrochage qui est vraiment très marqué sur la réussite au tir. On passe de 51 à 43, 44% avec un décrochage qui est également très marqué à 3 points. On est à pratiquement 16 points de différentiel de pourcentage. Donc on a en fait des Lakers, c'est là où je veux en venir, qui sont dépendants de l'efficacité offensive en scoreur de LeBron pour s'imposer, ce qui, ça, est complètement nouveau et qu'on n'avait pas du côté des Cleveland Cavaliers, où LeBron était entouré de joueurs avec un plus gros profil offensif. Il y avait Kyrie, il y avait Kevin Love, il y avait 2 joueurs qui mettaient 20 points par match. Il y avait tout un supporting cast de tireurs qui pouvaient apporter énormément de 3 points. Kyle Korver, J.R. Smith, Shumpert, Channing Frye, il y avait tout ce supporting cast là qui n'a pas, qui est un petit peu moins présent cette année du côté des Lakers. Donc on a des Lakers qui sont dépendants de l'apport offensif de LeBron,
qui va aller driver, qui va aller mettre des points, mais qui est aussi un joueur qui tente pas mal de 3 points, puisque on est en train de parler de 5 à 6, de 6, ouais, on est en train de parler de 6 tirs à 3 points tentés par match, et ça aussi c'est un facteur qu'il faut avoir en tête pour apprécier cette série. Et pourquoi je vous parle autant de l'attaque des Lakers? Parce que pour exposer la défense de Portland, pour exploiter un avantage comparatif favorable, les Lakers, ils ont besoin de bien attaquer. Parce que quand vous avez la meilleure attaque, pour schématiser, la meilleure attaque de la NBA face à la meilleure défense, l'une des meilleures attaques face à l'une des meilleures défenses, ben, vous avez un match nul. C'est ce que vous voyez ici sur les oppositions. Globalement, on a un match nul. Meilleur d'un côté, meilleur de l'autre, ça se rencontre, match nul. Quand, par contre, vous prenez le revers de la médaille et que vous regardez la bonne attaque Lakers face à la mauvaise défense Blazers, là vous comprenez que les Lakers, ils ont une carte à jouer. Donc, tout l'enjeu de cette série, ça n'est pas, contrairement à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est pas « ouais, les Blazers, ils peuvent pas défendre sur LeBron et Davis, donc la série, elle est pliée ». La vraie problématique de cette série, c'est pas la défense. L'équation, elle n'est pas en défense. L'équation, elle est en attaque. Et l'équipe qui arrivera à s'imposer sera l'équipe qui aura réussi à dérouler l'attaque la plus efficace. Et donc, on a une opposition Blazers-Lakers qui va complètement être marquée par le saut de l'attaque. Et c'est pour ça que cette équipe de Los Angeles, qui depuis le 15 janvier a des problématiques d'attaque, c'est pour ça que aborder cette série face aux Blazers, c'est tomber face aux Blazers à la 8e place, c'est potentiellement une mauvaise nouvelle, parce que l'attaque des Blazers, à contrario, elle tourne à plein régime. Et les Lakers, pour exploiter leur avantage comparatif, pour mettre en défaut la défense qui est assez faible des Blazers, ils ont besoin de retrouver une attaque prolifique, ils ont besoin d'avoir un Anthony Davis et un James qui, évidemment, vont aller exploiter à l'intérieur sur des drives, sur de l'agressivité, la faiblesse défensive des Blazers, mais ils ont évidemment aussi besoin, quand on renverse sur le supporting cast, sur les tireurs, que ces tireurs sanctionnent. Parce que la bonne attaque doit exposer la faible défense. Et c'est exactement ce qu'on avait vu en saison régulière. Ces équipes se sont affrontées 3 fois en saison régulière. Par contre, attention, les matchs avaient eu lieu en décembre-janvier, donc avaient eu lieu face à des Blazers qui ne sont plus les Blazers actuellement. Il n'y avait pas Nurkic, il n'y avait pas Gary Trent Jr. qui a parfaitement endossé le rôle du 3&D, je sanctionne en efficacité à 3 points et j'essaye de défendre efficacement. Il n'y avait pas Zach Collins, donc il manquait pas mal d'arc à l'arsenal offensif des Blazers, donc évidemment c'est à nuancer, mais ce qu'on peut retenir des matchs de saison, c'est que l'orgie offensive, dès que les Lakers ont réussi à la placer, eh bien ils ont assez facilement réussi à s'imposer, et quand vous regardez les stats avancées de cette confrontation, c'est ce que je vous disais, vous voyez les Lakers, mis à part dans le match du 6 décembre où ils ont fait une belle perf défensive, les Lakers, ils ont pris 118, 117 points pour 100 possessions, donc les Blazers, ils ont fait leur match d'attaque, et là où les Lakers ont réussi à surclasser, c'est quand ils ont commencé à être en insolence en attaque, à des 126, 127 points pour 100 possessions, des plus de 60% au tir réel. Et à contrario, la fois où ils se sont inclinés, eh bien, c'est la fois où le rendement offensif n'a pas été au rendez-vous, où on a eu pas mal de pertes de balles, pas de réussite au tir, ça a plombé notre niveau offensif, et derrière, la défense a été ce qu'elle a été face aux Blazers. Les Blazers, eux, ils ont fait leur match d'attaque, et c'est sur la lacune en attaque que finalement ces Lakers sont plongés, et où, à contrario, les Blazers ont réussi à s'imposer. Donc, évidemment que du côté des Lakers, il faut, on en parlait, exposer la défense de Portland. Exposer la défense de Portland sur ce que cette équipe de Los Angeles arrive à bien faire en attaque. Est-ce que les Lakers arrivent à bien faire en attaque? C'est du jeu en transition, c'est du jeu rapide, c'est du jeu en contre-attaque. Et là, vous comprenez
que la bonne défense des Lakers, qui force des tirs compliqués, qui provoque des pertes de balles, se retranscrit derrière par une équipe qui joue des contre-attaques et qui joue des contre-attaques en efficacité offensive, et vous avez un cercle vertueux comme ça qui permet aux Lakers, parce qu'ils défendent solidement, d'aller trouver des points faciles en transition, et puis vous retrouvez une équipe des Lakers qui, sur le pick and roll, sur les rebonds offensifs, et aussi sur les cuts, donc c'est des backdoors où c'est des joueurs qui coupent sans ballon vers le cercle et qui sont bien servis, merci LeBron, merci Rondo, et qui permettent comme ça d'aller trouver des points à très haut pourcentage en dessous. Notez d'ailleurs au passage que l'attaque des Lakers, dès lors qu'on tombe sur une attaque placée mi-terrain, elle est un petit peu moins à l'aise. Les Lakers, ils ont besoin du jeu en transition pour exister. Et quand on superpose ça par rapport à ce que les Blazers arrivent à faire en défense, on est d'accord que les Blazers, ils n'arrivent pas à faire grand-chose en défense, mais les rares petites choses qu'ils arrivent à bien faire, eh bien, c'est la défense de la transition, c'est le repli défensif et c'est la défense des cuts. Sachant que ça, ce sont des données à l'année et que vous ajoutez le retour de Nurkic, vous ajoutez le retour de Collins, vous ajoutez Gary Trent Jr. qui apporte de l'intensité, je pense notamment sur le repli, et finalement, vous vous dites que ces Blazers, ils sont peut-être en capacité de gêner un petit peu les Lakers sur ce que les Lakers arrivaient à faire de mieux. Et puis, il y a une autre équation qu'il faut avoir en tête, qu'on l'a vu, les Lakers, ils aiment exploiter du jeu rapide, du jeu en contre-attaque, du jeu en transition. Or, cette équipe de Portland, c'est l'une des équipes de la NBA qui perd le moins de ballons, donc qui va donner le moins de munitions possible aux Lakers pour exploiter du jeu en contre-attaque. Et c'est pareil, ça s'est complètement confirmé dans la saison régulière, où sur les 3 rencontres, la fois où les Blazers se sont imposés, c'est la fois où ils ont perdu le moins de ballons. Donc on a des Blazers qui sont complètement enfermés dans la logique, il faut qu'on attaque le plus efficacement possible, qu'on ait notre réussite habituelle aux alentours des 60% au tir réel, donc qu'on soit dans l'orgie offensive, et qu'à côté de ça, on ne perde pas beaucoup de ballons pour ne pas laisser aux Lakers d'opportunités d'exploiter du jeu en transition. Et puis, dernière chose à avoir en tête, on a vu les Lakers, l'une des équipes élites de la NBA pour ce qui est d'aller trouver des paniers trouver des paniers à haut pourcentage dans la raquette. Or, eh bien, cette défense des Blazers, qui est ce qu'elle est, qui est très faible, mais il y a une chose qu'elle n'arrive pas trop mal à faire, c'est contester les tirs tout près du cercle, puisque vous voyez que c'est la 2e meilleure défense de la NBA pour les tirs tentés à moins de 8 pieds, les tirs tentés à moins de 2 mètres, ces fameux tirs sur lesquels les Lakers excellent. Donc, bon repli, on peut contester les cuts, c'est d'ailleurs lié, on a une défense dans la raquette qui est relativement correcte, donc on a des armes pour aller gêner LeBron et Anthony Davis, et Dwight Howard et Javal Magui quand ils coupent dans la raquette. Donc on a des Lakers qui vont chercher à exploiter les joueurs qui vont être laissés tout seuls, parce que les Blazers, on les connaît, ils vont venir aider, ils vont surcharger dans la raquette, il ne va pas y avoir de pré-rotation, on va laisser les tireurs tout seuls. On a des tireurs qui vont être servis, et on en revient toujours à la même équation, il faut maintenant que les Lakers arrivent à mettre ces tirs à 3 points complètement ouverts, parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir à faire s'écrouler cette défense des Blazers qui va être focalisée sur la raquette. Alors que sur la première partie, on a beaucoup parlé de l'attaque Lakers transposée sur la défense Blazers. Voyons maintenant l'inverse. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'autre côté avec l'attaque des Blazers qui va être confrontée évidemment à la défense des Lakers. Alors, vous le savez, les Blazers, c'est avant tout une équipe de pick and roll. Parce qu'il y a Damian Lillard, parce qu'il y a CJ McCollum. Lillard, cette saison, il est à 40% de réussite sur les tirs en pull-up. Donc les tirs en pull-up, c'est je suis en train de dribbler et par exemple il y a un écran de mon intérieur sur mon défenseur, je sors de l'écran et je fais une petite élévation à 3 points. Lillard, il est à 40% de réussite à 3 points sur ses tirs en pull-up. Il fait mieux
que une très grande majorité de joueurs NBA qui font eux du catch and shoot, donc ils se retrouvent absolument seuls et ils sont pas à 40%, donc c'est vous dire à quel point on a une insolence de Lillard sur cette saison. Lillard qui, eh bien, en 2019-2020 fait sa meilleure saison en carrière en termes d'efficacité au tir. On a un Lillard qui arrive vraiment dans ses années dorées et qui là attaque les playoffs lancés à pleine vitesse. Donc évidemment que ces Blazers ils vont exploiter énormément le jeu en pick and roll dans cette confrontation face aux Lakers. Et là, l'autre question qu'il faut se poser, au même titre qu'il fallait se poser la question de qui va défendre sur LeBron et Anthony Davis. Je vous ai expliqué que ce n'était pas une confrontation de défense, mais que c'était plutôt des logiques d'attaque. On peut quand même se demander qui, du côté des Lakers, va défendre sur Damian Lillard et CJ McCollum. Parce que, en l'absence d'Avery Bradley, les Lakers perdent l'un de leurs meilleurs défenseurs à la périphérie, l'un des meilleurs défenseurs du backcourt et l'un des meilleurs défenseurs des séquences de pick and roll. Et avec l'absence de Rondo, il y a une grosse interrogation sur la disponibilité ou non de Rondo. On sait qu'il est revenu sur le campus d'Orlando, mais est-ce que ça veut dire qu'il va être disponible dès le début des playoffs? Est-ce qu'on va rester sur ce que les Lakers avaient annoncé quand il s'est blessé, à savoir il va revenir plutôt entre le premier et le deuxième tour? Toujours est-il que, partons du principe que Rondo ne serait pas disponible, on a un autre joueur qui pouvait très bien défendre le pick and roll, qui est aux abonnés absents, et qui va donc exposer encore davantage cette défense des Lakers. J'ai vu beaucoup de fans des Lakers expliquer sur les réseaux sociaux qu'il y avait Danny Green et KCP, et donc qu'il y avait des très bons défenseurs, et que ça allait suffire à gêner Lillard et McCollum. Attention, 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 ça fait très longtemps que Danny Green n'est plus un défenseur élite. J'en parlais déjà l'année dernière quand il était du côté des Raptors et qu'il exposait la défense des Raptors, parce que Danny Green, il a plus Popovich sur le dos. Il a plus Popovich sur le dos qui le pourrissait dès qu'il se mettait hors de position, et du coup, eh bien, on a un Danny Green qui n'est pas rigoureux, qui saute dans les feintes, qui tente des gambles en interception, qui se met hors de position, et ça se retranscrit complètement sur les stats avancées de défense, où on a un Danny Green qui est considéré comme moyen sur la défense du pick and roll, et idem pour KCP. La seule bonne nouvelle Lakers, c'est Caruso sur le pick and roll et éventuellement LeBron, mais vous comprenez bien que coach Vogel n'a aucun intérêt à aller user, à aller exposer et à aller fatiguer LeBron en l'obligeant à défendre sur Lillard et McCollum, avec le risque en plus de prendre des fautes. Donc il faut que ça soit les joueurs de complément, les role players qui s'usent sur les superstars des Blazers pour maintenir à flot la défense des Lakers. Et puis évidemment l'autre arme majeure de cette attaque des Blazers, c'est les tirs de champ. C'est sur les fixations de Lillard et de McCollum. On va ressortir sur les tireurs, on va ressortir sur les Carmelo Anthony, sur les Garrett Trent, sur les Zach Collins qui peut s'écarter, tirer un petit peu à 3 points. Et là c'est pareil, les Lakers, ils sont solides sur la défense des tirs de champ, mais ils vont encore cruellement, potentiellement manquer des très bonnes qualités de contestation de Avery Bradley et de Rajon Rondo. Donc on a potentiellement une défense des Lakers qui peut être exposée, et comme des deux côtés on va être dans des logiques d'attaque, on a des Blazers qui, en recherche de l'orgie offensive, eh bien, vont potentiellement exploiter ces faiblesses. Et dans le jeu des oppositions, pas la peine d'avoir un doctorat en basketologie pour comprendre que les Blazers, ils vont systématiquement tenter avec Lillard et McCollum d'exploiter des séquences de pick and roll quand il y aura McGee et Dwight Howard sur le terrain. Quand McGee ou Dwight Howard vont être en défense sur Nurkic ou sur Whiteside, eh bien, on a évidemment Nurkic et Whiteside qui vont sortir poser des écrans sur Lillard et McCollum pour obliger McGee et Howard à être impliqués. Et si les Lakers tentent de changer, on va avoir un mismatch défavorable en vitesse que Lillard et McCollum vont exploiter. Et puis si McGee et Howard ne sortent pas, restent en protection de la raquette,
ce que les Mavs avaient fait par exemple face aux Blazers, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne, eh bien on a un Lillard et un McCollum qui vont sortir de l'écran, qui vont être absolument tout seuls et qui vont déclencher à 3 points, et on le disait, Lillard 40% à 3 points sur les pull-ups, et dans le sillage de ces tirs non contestés, les Blazers vont trouver de l'efficacité et vont comme ça réussir à passer l'orgie offensive dont ils ont besoin. L'ajustement possible pour les Lakers, ça serait de jouer un petit peu plus petit, donc de jouer avec Davis en pivot et Kuzma ou LeBron en association à l'intérieur. Évidemment que comme ça, les Lakers pourraient éventuellement changer sur tous les écrans, ce qui devient la façon la plus tactiquement préférable pour affronter ces Blazers. La problématique de passer dans cette config un petit peu petite, c'est que les Lakers vont perdre en qualité de rebond, et dans un schéma où les Lakers sont un petit peu en faille d'attaque ou bombardent à 3 points mais n'ont pas de réussite, ils ont besoin des rebonds offensifs. Les Blazers ne sont pas une énorme équipe de rebond, donc là où les Lakers pouvaient appuyer, c'était sur le rebond offensif en ayant des paniers en deuxième intention. En passant plus petit, ces Lakers se privent potentiellement de la domination au rebond. Et puis derrière, si les Lakers jouent avec Davis et Kuzma, ou Davis et LeBron dans la raquette, derrière en attaque, on a des Lakers qui attaquent en 5-out, ou qui attaquent avec Davis seulement dans la raquette, et les 4 joueurs qui sont au-delà de la ligne à 3 points. Et une nouvelle fois, dès lors que vous jouez en 5-out ou que vous jouez en 4-out, 1-in, eh bien vous êtes complètement dépendant du rendement à 3 points des coéquipiers. Et on en revient toujours à cette équipe des Lakers qui a besoin du tir à 3 points. Et ça sera d'autant plus marqué si ils se mettent à jouer petit. Donc les clés qu'il va falloir observer dans cette série pour bien comprendre le dénouement et surtout pour bien comprendre ce sur quoi les équipes ont besoin d'insister pour s'imposer du côté des Blazers, c'est évidemment d'être dans un scénario d'orgie offensive où on va chercher les 120 points pour 100 possessions, où on va chercher les 60% au tir réel et où on y parvient en limitant les pertes de balles, en ayant des pertes de balles aux alentours des 10-12%, donc dans la moyenne de la saison pour cette équipe, où justement l'agressivité défensive des Lakers est un petit peu surclassée, et où elle n'impacte pas l'efficacité offensive. Et puis du côté des Lakers, on va être complètement dépendant, même si ça n'est pas la base du dispositif de Los Angeles, on va être complètement dépendant de l'adresse à 3 points, de la limitation des fautes en défense, parce que n'oubliez pas que Lillard et McCollum profitent aussi de leur capacité à provoquer des fautes pour aller chercher des points à très haut pourcentage sur la ligne des lancers. Et puis on a évidemment besoin d'une présence au rebond, d'avoir une équipe des Lakers qui domine au rebond et notamment au rebond offensif, où ils vont pouvoir aller chercher des paniers en deuxième intention dans des soirs où ils ne seront pas en réussite, où ils ne seront pas en adresse à 3 points. Bref, cette série peut s'annoncer vraiment passionnante. Les Blazers peuvent donner vraiment du fil à retordre aux Lakers. Des Lakers qui auraient été très contents de rencontrer les Grizzlies. Une équipe qui est très intéressante, qui a un bon niveau du côté de Memphis, mais dont la force est d'être moyen partout. Memphis, c'est ni une bonne ni une mauvaise attaque, c'est ni une bonne ni une mauvaise défense. Ils sont ni bons à l'extérieur, ni bons à l'intérieur, ni mauvais à l'extérieur, ni mauvais à l'intérieur. La force des Grizzlies, c'était d'être moyen partout, et les Lakers auraient été beaucoup plus à l'aise avec cette équipe moyenne partout que face aux Blazers qui, on l'a présenté dans la vidéo, sur plein de petits points, peuvent exposer cette équipe des Lakers. Et puis, les Blazers, ils n'ont rien à perdre. Ils ont arraché la qualification. La pression n'est pas sur eux. La pression est sur les Lakers qui n'ont jamais caché que l'objectif cette année c'est d'être champion ou rien, qui veulent le faire pour Kobe. Tous les spots médiatiques seront tournés vers eux. Donc ils jouent avec un espèce de poids sur le dos que les Blazers n'ont absolument pas. Une équipe des Blazers qui semble s'être retrouvée avec les retours de Nurkic, avec les retours de Collins, avec la montée en puissance de Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. qui est le joueur dans la bulle du côté des Blazers qui a le meilleur net rating de l'équipe. Donc on a enfin des Blazers qui arrivent à avoir un apport des joueurs du banc avec Gary Trent Jr., avec Whiteside du coup maintenant qui vient en sortie de banc.
Et on a une équipe qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus à l'aise, et dont finalement chacun a compris le rôle, et dont chacun a compris la contribution dans cette équipe. Donc ça va être vraiment une confrontation à suivre. La grosse inconnue, c'est le niveau exact des Lakers. Cette série va évidemment être révélatrice du niveau des Lakers. Si on a une équipe de Los Angeles qui parvient à balayer ou à se débarrasser assez facilement des Blazers, ça en dira long sur la potentialité de l'équipe à aller jusqu'au bout et aller au titre. Les Lakers qui écraseraient les Blazers, il faudrait vraiment considérer Los Angeles plus que jamais comme le favori majeur au titre, à contrario des Lakers qui remontreraient les mêmes lacunes, notamment des lacunes d'attaque, et qui galéreraient pour schématiser face aux Blazers, seraient des Lakers pour le coup un petit peu inquiétants et qui ne seraient pour le coup pas dans une configuration idéale pour sortir victorieux de l'Ouest et après potentiellement s'imposer en finale face à une équipe de l'Est. Donc ça va être vraiment la série test match pour un prétendant au titre, pour une équipe qui n'a rien à perdre. Et dans ces séries où il y a beaucoup d'incertitudes, eh bien, on pourrait se retrouver face à beaucoup de surprises. On suivra ça de très près. Bon playoff, bon match à tous.